Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kalman Levy, présentent Un Vénitien anonyme de Donna Leone, interprété par Renaud Bertin. Le soulier était rouge. Du rouge des cabines téléphoniques londoniennes, des voitures de pompiers à New York, même si ce ne furent pas les images qui vinrent à l'esprit de celui qui le vit le premier. L'homme pensa au rouge de la Ferrari Testarossa, qu'il voyait tous les jours sur le calendrier, dans le vestiaire où se changeaient les bouchers, la Ferrari contre laquelle se pâmait une blonde, nue, l'air de faire fiévreusement l'amour au phare avant gauche. La chaussure était posée de côté, le bout effleurant à peine l'une des flaques d'huile éparpillées comme autant de malédictions sur le terrain vague à l'arrière de l'abattoir. Il la vit donc, et pensa aussi à du sang. On avait accordé le permis de construire l'abattoir en cet endroit, on ne sait comment, plusieurs années auparavant, bien longtemps avant que Marghera ne s'épanouisse, le choix de ce verbe étant peut-être malheureux, pour devenir l'un des principaux centres industriels d'Italie. Autrement dit, avant que les raffineries de pétrole et l'industrie chimique n'envahissent les terres marécageuses de l'autre côté de la lagune. Venise, la perle de l'Adriatique. Bas, d'aspect funeste, le bâtiment s'étendait derrière un haut grillage. Cette clôture avait-elle été construite au début, lorsqu'on poussait encore moutons et bovins le long des chemins poussiéreux conduisant à l'abattoir? Servait-elle alors à les empêcher de s'échapper avant qu'on ait eu le temps de les chasser à coups de trique vers la rampe qui scellait leur destin? Aujourd'hui, les animaux arrivaient dans des camions qui se présentaient directement en marche arrière, au bas des rampes flanquées de hautes barrières, si bien qu'ils n'avaient aucune chance de s'échapper. D'autant que personne ne pouvait avoir envie de s'approcher, si bien que la clôture n'était guère nécessaire pour maintenir les curieux à distance. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison qu'on ne réparait pas les grandes brèches qui s'y étaient formées, et les chiens errants, attirés par la puanteur émanant de l'intérieur, les franchissaient parfois la nuit et hurlaient leur frustration. Autour de l'abattoir, les champs étaient vides. Comme si elles obéissaient à un tabou aussi fort que celui du sang, les premières usines s'élevaient loin du bâtiment bas. L'industrie gardait ses distances, mais ses effluents, ses déchets et les fluides mortels rejetés dans le sol n'avaient cure des tabous et refaisaient surface chaque année un peu plus près de l'abattoir. Un magma noirâtre venait crever au pied des herbes des marais, et les flaques ne perdaient jamais leur reflet huileux et ocellé, aussi sèche que soit la saison. C'était ici, dehors, que l'on avait empoisonné la nature, et cependant, c'était ce qui se passait à l'intérieur qui remplissait les gens d'horreur. Le soulier rouge, gisait à environ 100 mètres derrière l'abattoir, juste à l'extérieur de la barrière, à gauche d'une zone couverte de hauts roseaux des sables qui semblaient prospérer grâce aux poisons qui sourdaient autour de leurs racines. Un lundi matin, à 11h30, dans la chaleur du mois d'août, un homme taillé en force, en tablier de cuir couvert de sang, poussa la porte métallique donnant à l'arrière de l'abattoir et émergea sous le soleil brûlant. De la chaleur, de la puanteur et des hurlements montaient en vagues derrière lui. La canicule qui régnait rendait la différence de température avec l'intérieur à peine perceptible, mais au moins la puanteur des déchets était-elle atténuée, et les bruits, une fois la porte refermée, n'étaient plus les cris et les couinements des animaux terrifiés, mais le bourdonnement de la circulation, à 1 kilomètre de là. Les touristes envahissaient Venise pour les vacances de Ferragosto. L'homme essuya ses mains ensanglantées, obligé de se pencher pour trouver un endroit à peu près propre au bas de son tablier. Puis il tira un paquet de Nationales de sa poche et alluma avec un briquet jetable une cigarette sur laquelle il se mit à tirer avidement, jouissant de l'odeur et du goût âcre de ce médiocre tabac. Un hurlement profond franchit la porte derrière lui, et il s'éloigna du bâtiment, prenant la direction du grillage et de l'ombre que donnait un acacia au feuillage rabougri,
et ayant laborieusement atteint 4 mètres de haut. Là, le dos tourné à l'abattoir, il se mit à contempler la forêt de cheminées et de tours de cracking qui s'étendait jusqu'à Mestre. Des nuages verdâtres ou gris montaient de certains conduits. Des flammes brûlaient à l'extrémité des torchères. Une brise légère, trop légère pour qu'il en sente l'effet sur sa peau, rabattait les nuages méphitiques vers lui. Tirant toujours sur sa cigarette, il examina le sol autour de lui, car il valait mieux dans ce secteur regarder où l'on mettait les pieds. C'est alors qu'il vit la chaussure, de l'autre côté du grillage. Elle était recouverte de tissu et non de cuir. Soie, satin. Bettino Colla ignorait ce genre de détails, mais sa femme en possédait une paire semblable, qui lui avait coûté plus de 100 000 lire. Il lui avait fallu tuer 50 moutons ou 20 veaux pour gagner cette somme, ce qui ne l'avait pas empêché de la dépenser ainsi, pour une paire de souliers qu'elle avait portés une fois, puis rangés dans un placard sans jamais l'en ressortir. Comme rien d'autre ne méritait l'attention dans ce paysage dévasté, il étudia la chaussure en finissant sa cigarette, se déplaça de quelques pas pour l'examiner sous un angle différent. Elle gisait près d'une grande flaque huileuse, mais paraissait posée sur une partie sèche. Colla fit un pas de plus sur sa gauche, se retrouva en plein soleil, matraqué par ses rayons, et parcourut des yeux la zone qui entourait la chaussure, à la recherche de sa jumelle. C'est alors qu'en dessous des roseaux, il aperçut une forme oblongue qui lui parut être la semelle de l'autre soulier, également posée de côté. Il laissa tomber son mégot au sol, l'écrasa du pied dans la terre molle, s'avança de quelques mètres le long du grillage, puis s'accroupit pour franchir un grand trou, prenant bien soin de ne pas s'accrocher au piquant métallique rouillé dont il était hérissé sur son pourtour. Il se redressa de l'autre côté et se rapprocha de la chaussure, devenue une paire peut-être récupérable. « Tenue de pute !» murmura-t-il dans sa barbe lorsqu'il constata que le talon devait faire la taille de son paquet de cigarettes. Seule une prostituée pouvait porter des trucs pareils. Il ramassa délicatement la chaussure, sans en toucher l'extérieur. Comme il l'avait espéré, elle était propre et n'avait pas été salie par la flaque d'huile. Puis il fit quelques pas et se baissa pour s'emparer de la deuxième, en l'attrapant par le talon. Elle lui fit l'effet d'être coincée par des tiges. Il mit un genou en terre, non sans avoir regardé où il le posait, et tira sèchement sur la chaussure. Elle lui resta dans la main, mais lorsque Bettino Colla vit qu'il venait de la détacher d'un pied humain, il fit un bond en arrière et lâcha la première chaussure, laquelle alla atterrir dans la flaque noire à laquelle elle avait réussi à échapper auparavant.